partout, mais le territoire est immense. Les Français partis, c'était le rôle de Wagner. C'est ce que j'allais vous dire, on pourrait se poser la question de savoir où est passé justement Wagner. Bah si, on sait où ils sont passés. Ils sont dans leur caserne, ils n'en sortent pas, parce qu'ils ne sont pas payés. Donc ils sont en grève. C'est en tout cas ce qui est rapporté effectivement. Oui, ça vient d'énormément de canaux différents, donc je suppose que c'est la réalité, et c'est cohérent avec le fait qu'il n'y ait plus de patrouille, et que justement on peut pendant 4, 5, 6 jours attaquer un village, découper la population en rondelles et repartir sans que l'État puisse intervenir. Donc la situation, elle est relativement claire de ce point de vue-là. Donc on a cette situation qui est très particulière d'une population qui et d'un réseau, d'une population qui est livrée à elle-même, avec tout ce qu'on peut lui reprocher. Malgré tout, les soldats étaient là, faisaient le travail, allaient faire les patrouilles, quoi qu'il arrive. Wagner attend d'être payé. Pas de paiement, pas de patrouille. Donc on ne sort pas. Et si on voit en dehors du fort qu'une population se fait massacrer, on n'ira pas, parce qu'on n'a pas été payé. C'est une logique très différente, et c'est à l'État malien et aux dirigeants maliens d'assumer les conséquences des choix qu'ils font. Et ces conséquences sont dramatiques, effectivement. Naïve. Qui pour sauver le Mali? Personne. Personne dans la mesure où... par contre, sur ce que disait mon ami Olkhou, il y a un usage de la charia qui est un usage terrorisant, parce que prenez le Moudjahou par exemple, ils ont investi des villages, lapidé des femmes, agi de manière terrorisante et violente au nom de la charia. C'est-à-dire en disant, voilà, nous voulons... Mais il est évident qu'il n'y a pas d'installation d'un État en tant que tel, mais que ce sont des agissements en bande. Alors des gens qui brandissent d'un côté le drapeau d'Aqmi, d'autres que c'est celui de Daesh. Il y a de tout, il y a du MNLA. Vous avez là véritablement toutes les raisons de penser que cette zone qui est immense effectivement et qui malheureusement traditionnellement est une zone de passage de toutes sortes depuis des siècles, commerce avec les Arabes entre l'Afrique du Nord et le centre de l'Afrique, que cette région de toute façon malheureusement est vouée aux jeeps, aux milices, aux enlèvements et évidemment à des types de gouvernements qui sont des gouvernements qui malheureusement, on l'a bien vu, soit vous avez du 3e, 4e mandat d'un côté, soit vous avez des putschs de l'autre. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec Mohamed Olkhou quand il vous dit que dans cette zone du continent, il n'y a pas de ressentiment anti-Occident? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Si, c'est ce que vous avez un peu expliqué. Je vous l'ai dit, je vous ai dit, est-ce qu'il n'y a pas de sentiment justement anti-français ou anti-occident? Et je vous ai répondu en disant que ce sentiment anti-français était lié au fait d'avoir une armée qui n'a eu aucun résultat. Et c'est pour ça qu'il y a ce ressentiment. Mais que ce n'est pas un ressentiment d'ordre civilisationnel, d'ordre de choix de civilisation, et de se dire on veut appliquer la charia et vivre au 8e siècle, et on ne veut pas de la modernité. C'est pas du tout ce débat. C'est l'occasion pour nuancer. Non, je ne nuance pas, je répète mot pour mot ce que j'ai dit. Donc c'est vous qui avez déformé. Il ne me semblait pas que c'était aussi clair tout à l'heure. Si, vous pourrez réécouter la bande, on a des enregistrements. Pardonnez-moi, je vous ai coupé. J'ai oublié la question finalement. Oui. La réponse est oui, mais quelle est la question? Est-ce qu'il y a une guerre civilisationnelle? Est-ce qu'il y a une lutte contre l'État moderne, contre l'Occident? Parce qu'apparemment le concept entre guillemets est devenu un peu à la mode. C'est ce qui se passe un petit peu dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. C'est le discours de l'agent. Un discours qui est entre guillemets... comme vous disiez, peut-être un peu à la mode. Oui, disons-le comme ça rapidement. Mais lorsque Bamako a appelé la France, c'est Bamako qui a appelé la France. En effet, on est d'accord. On est bien d'accord. Et évidemment, au début, ça se passait très bien. Mais si vous voulez qu'il s'agisse de la France ou de Wagner ou d'autres, si on regarde la dimension sociale, économique, si on regarde la dimension de guerre entre les ethnies, si on ne comprend pas ce que c'est que la haine entre les Peuls et les Dogons, on ne comprend rien à ce qui se passe sur le terrain. Si on ne comprend pas comment la prédication est arrivée, vous savez, ça commence un petit peu comme au Soudan avec Hassan Tourabi. Vous avez eu cette alliance entre Hassan Tourabi et le colonel El-Bashir. La prédication wahhabite d'abord est arrivée il y a à peu près 30 ans. Ça irrigue toute cette partie de l'Afrique. Regardez ce que le Moudjahou a fait des magnifiques mausolées soufis qui ont été détruits à Tombouctou, classés par l'UNESCO, avec des manuscrits magnifiques. Il y a un joli texte,
Ça me fait plaisir de citer un ancien camarade qui était avec nous ici il y a quelques temps. Un joli texte où notre vieil ami Murtada Kalami interviewe Romain Simenel, qui raconte justement comment on détruit des manuscrits de Tombouctou. Certains sont rachetés par des fondations et détruits, d'autres ont été détruits tout simplement par justement les tenants de la prédication. Donc vous avez ce vieux mouvement qui ne date pas d'aujourd'hui, où effectivement on veut installer la charia dans certains cas. Quand il y a une alliance entre le colonel Al-Bashir et Hassan Tourabi, ça vous donne effectivement Khartoum qui devient un pseudo-califat, et on voit ce que ça donne aussi. Massacre au Darfour, massacre des chrétiens et des animistes, les femmes violées, découpées en morceaux. Dans le cas de l'Azawad, la région est totalement différente. Quand vous regardez ce fameux Mali vert dont Bamako est c'est tout petit. Pourquoi il est vert? Parce qu'il est traversé par le fleuve Niger, et qu'effectivement, on vit justement du fleuve et de cette magnifique ressource de verdure, de cette magnifique forêt qui fait que 90% des Maliens vivent là. Mais les autres, ce sont des Touaregs. Or, on connaît un peu, avec tout le respect qu'on a pour la civilisation touareg, on connaît un peu l'état d'esprit aujourd'hui, c'est-à-dire c'est nomadisme versus sédentarisme. Donc forcément... Mais c'est là où le bas blesse, Driss Jeydan. Est-ce qu'on connaît vraiment la complexité des rivalités ethniques? Parce qu'on se rend compte finalement que les groupes terroristes, ils ont cerné la complexité de ces conflits, ils les ont compris, ils les ont exploités. Or, l'armée, des militaires très très informés, vraisemblablement ne parviennent toujours pas à cerner cette complexité. Vous parlez de quelle armée? De Wagner? De Serval, Barkhane, MINUSMA, tout cela? C'est cela, oui. Mais parce que tout simplement, restons modestes, cette zone est immense. Et que de fait, quand on ne connaît pas le terrain, quand on ne sait pas comment ça se passe de manière claire entre les ethnies, quand on ne comprend pas que l'armée elle-même a commis des exactions à l'intérieur même des ethnies, c'est que le MNLA, lorsqu'il a demandé la libération de l'Azawad, s'est élevé contre le gouvernement de Bamako à l'époque. Déjà, ça commence guerre entre les Touaregs et le Mali vert. Ce sont deux mentalités différentes. Espace immense d'un côté, 10% de la population, et 90% de l'autre. Déjà, à l'intérieur même de ce grand et vaste pays, les choses étaient déjà très complexes, avec de vieilles haines ancestrales. On commence peut-être même du temps de la colonisation. On sait très bien comment on a découpé, comment à un moment donné on a donné faveur à une ethnie contre une autre, comment l'ancien colon aussi a découpé. C'est le cas, c'est malheureusement ce qu'a donné le Rwanda, le génocide du Rwanda. Mais aujourd'hui, si vous voulez, moi je n'adhère pas à la thèse qui consiste à dire que voilà, tout ça est anticolonialiste. Si c'est anticolonialiste, eh bien que ce soit national. Mais les projets nationaux datent des indépendances. On sait ce que ça a donné. Je finis sur un point. Le fils d'Idriss Déby, Mohamed Idriss Déby, c'est pas la colonisation qui l'a mis là où il est. C'est un président, fils d'un président à vie, qui va probablement rester président à vie. Donc tout cela, bien évidemment, doit être regardé à travers le prisme de la complexité et beaucoup de la perplexité. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs, pour vos interventions.